On va pas trop. Tout ce que je voulais dire, c'est notre amie Amandine tout à l'heure a oublié de préciser, de remercier surtout Gaumont pour l'organisation de l'avant-première. Voilà. Sous vos applaudissements, je vous remercie d'accueillir Xavier Ganoli. Merci. Je suis venu avec un invité surprise. Qui n'était pas prévu. Il est un hommage vivant au talent de notre chef costumier. Bonsoir. Je ne saurais même pas où aller pour acheter un blouson comme ça. Non, on ne donne pas l'adresse. Vous souhaitez dire un mot, non? Il va falloir qu'il parte vite parce qu'il a un rendez-vous après, mais on a pensé que ça nous ferait plaisir de... Et lui avait envie en plus de saluer. Voilà. Donc, Voilà, je sais pas, peut-être un petit retour sur le tournage, le film. C'était tourné il y a 2 ans déjà, c'est ça? Non? non, un peu moins. Un peu moins de 2 ans, ouais, 1 an et demi. Moi, je suis très fier, je suis très heureux que vous ayez vu le film. C'est la première fois, une des premières qu'on fait le film avant la sortie. Et quel plaisir, je veux dire, c'est inestimable d'avoir ce privilège que de jouer ce rôle-là à côté d'un tel metteur en scène. Comme il a dit, j'ai un rendez-vous, je vais vous laisser. Mais j'espère que vous avez apprécié, passé un bon moment. Et puis, si oui, on peut voir le film. Bonne soirée à vous. Au revoir. Une première question. Illusion perdue de Balzac. Quel est votre rapport avec ce livre, en fait, avec l'œuvre de Balzac? C'est-à-dire que vous avez fait des études littéraires, c'est ça? Oui, et puis j'ai la chance de lire le livre à peu près à son âge. Et le livre me bouleverse. C'était l'époque où j'étais le plus cinéphile dans ma vie. Je passais ma vie au cinéma. Et c'était pour moi naturel que j'étais à la Sorbonne, pas loin d'ici. Et c'était complètement naturel pour moi que... Enfin, le livre était déjà du cinéma. Voilà. J'ai l'impression qu'il a infusé en moi pendant je sais pas, plus de 20 ans. Voilà. Et c'était là tout le temps. Enfin, attention pour les plus balsaciens d'entre vous, le film est l'adaptation du 2e livre d'Illusion perdue, qui en compte 3, et qui s'appelle Un grand homme de province à Paris, avec beaucoup de méchanceté d'ailleurs ce titre, Un grand homme de province à Paris. Et pour en venir donc à l'adaptation de la 2e partie, vous avez peut-être envisagé de faire les 3 parties ou non, Non, ce qui m'intéressait, c'était la sensation, j'espère que vous l'avez eue en voyant le film, et elle est celle que j'ai ressentie en lisant le roman, que Balzac voit naître la matrice du monde moderne, et qu'il tend un miroir à notre époque. Voilà, à la fois il y a des éléments qui ont une vérité humaine éternelle sur l'amour, la trahison, la compromission, et en même temps il voit naître la modernité, toute une société qui va s'agenouiller devant l'argent, voilà, pour le dire simplement. Et le choix de Benjamin Voisin pour incarner donc Lucien? Ça a été étrangement facile, on me montrait des photos, j'avais prévenu Gaumont, Olivier Delbosque, le producteur, que je ne ferais pas ce film si je ne trouvais pas Rubempré qui dépasse ce que j'espérais. Et donc on a commencé à voir des gens, d'une façon très classique, on me montrait des photos, des essais, personne ne m'intéressait, et puis d'un coup il y avait sa tête de voyou, voilà, et il marche dans un café à Pigalle, avec un blouson aussi improbable que celui-là, et puis dans la discussion je lui ai dit, mais voilà, j'espère que les gens auront une curiosité pour aller voir
comment ça peut devenir du cinéma, un tel livre. Et il m'a dit oui, mais ils seront toujours moins nombreux que ceux qui se disent que comme ça, ils n'auront pas à lire le livre. Si, mais c'était de la provoque, en plus, il est fils de prof et tout, donc c'était pour rigoler. Mais c'était une liberté d'esprit, une insolence qui m'amusait. Et puis après, il y a tout simplement que c'est un animal cinématographique fabuleux, Benjamin. On a fait des essais, on a loué un espace, une espèce de petit château. On a fait des essais de costumes pour voir son maintien, son phrasé. Je lui ai demandé d'apprendre des poèmes. Il les a lus sur plein de tons différents. Et il était stupéfiant. Voilà. Une espèce d'évidence. Donc j'ai pas... Hélas, j'ai pas... Vous savez, il y a une phrase que j'avais entendue où le général de Gaulle disait il y a des gens qui habitent en France et moi je suis habité par la France. Ben, il y a des gens qui habitent le cinéma et des gens qui sont habités par le cinéma. Et Benjamin, il y a une espèce d'évidence, voilà. Alors je ne sais pas si c'est du travail ou si c'est l'injustice du don. Je n'ai pas du tout envie de le savoir. Simplement, tout est là. Voilà, tout vient du cinéma. Il y a une espèce de grâce permanente. Et puis en plus, c'est un garçon formidable. En plus, qui ne gâte rien. Ça. Mais c'était assez marrant de le voir en face de Depardieu quand même, d'une totale absence d'inhibition, d'intimidation. Ça se voit, oui. Oui, mais pas sans provoque vulgaire ou facile. C'était juste, voilà, il fera du cinéma, il est du cinéma. C'est une sensation étrange quand vous êtes metteur en scène. Voilà, c'est un être de cinéma. Voilà, donc il trimballe cette espèce d'évidence. Et je veux pas savoir s'il travaille ou s'il est juste honteusement doué. Ça le regarde. Voilà. Oui, parce que le casting, donc troisième collaboration avec Gérard Depardieu, troisième aussi avec Cécile de France, donc Benjamin Voisin, Vincent Lacoste aussi, dans le rôle d'Émile Lousteau. Le rire de Lacoste, extraordinaire. Il dit une des répliques qui me touche le plus dans le livre et dans le film, quand il dit « et pourtant j'étais bon ». Ma grande peur, c'est de vivre dans un monde de Lousteau, de gens qui avaient un idéal et qui sont devenus cyniques en se disant mais au fond tout ça n'est qu'une comédie, on s'en fout, autant en profiter autant qu'on peut et gagner ce qu'on peut. Et il fallait en même temps conférer une humanité, une épaisseur dramatique à ce personnage, qui soit pas un salaud de cynique. Et Lacoste est génial pour ça, parce qu'il a une espèce d'humanité rieuse. On voit que sa méchanceté se fait sur un fond de blessure, donc ça humanise, ça en fait un personnage, j'espère, complexe, qui a une humanité, tout simplement. Voilà. C'est un peu le Lucien quelques années après, non? Enfin, oui et non. Alors ce qui était amusant pour tous les acteurs, c'est que tous ces personnages ont une vie dans la comédie humaine. Donc Lousteau, il apparaît dans d'autres romans. Rubempré, il va mourir dans le roman d'après, qui est Splendeur et misère des courtisanes. Madame d'Espard, on la retrouve dans d'autres romans, évidemment. Donc c'était une expérience d'acteur assez curieuse que d'avoir sur leur personnage toute une vie dans la comédie humaine. Voilà. Après, est-ce que Lucien... non, Lucien ne deviendra pas Lousteau. Il n'a pas ce cynisme, le malheureux. Il n'a pas cette force d'une certaine façon. Il n'a pas cette acceptation du renoncement. C'est bien pour ça qu'il part. S'il part, c'est justement parce qu'il ne veut pas, il ne peut pas devenir Lousteau. Voilà. Et Rastignac, est-ce qu'il est aussi dans le roman? Alors Rastignac n'est pas là. Rastignac, il est dans le Père Goriot, et il est d'une certaine façon un contrepoint de Rubempré, pour la faire brève. C'est très amusant qu'ils viennent tous les deux d'Angoulême. Pourquoi? Parce que Angoulême est une espèce de projection topographique de la société française à l'époque. Une colline avec en haut, derrière les remparts, la noblesse de la Restauration qui espère le retour de l'Ancien Régime, et en bas la société bourgeoise qui se met au travail, on va dire. Vraiment, je fais des schématismes. Les historiens éventuels qui sont là me pardonneront. Et tous les deux viennent d'Angoulême. Je crois qu'il y a une raison, comme souvent chez Balzac, très simple, qui est qu'il avait une amie qui avait une maison à Angoulême, et il allait écrire là-bas, qui s'appelait Zoum Macaro. Et donc, c'est peut-être ça. Je n'ai jamais su. En revanche, il y a une scène très intéressante, c'est qu'à la fin du Père Goriot, le Rastignac va sur le cimetière du Père Lachaise, il regarde Paris, et il lance le fameux « À nous deux maintenant ». Et il y a la même scène en miroir dans Illusion perdue, où on voit Rastignac, on voit Rubempré à la fin,
qui est au Père-Lachaise à la mort de Coralie, et qui, en regardant Paris, lui dit « Et qui va m'aimer maintenant ?» Et on voit très bien la différence de personnalité. S'il était Rastignac, il aurait une histoire avec Madame d'Espard, où il continuerait avec Madame de Bargeton, mais il tombe amoureux de cette jeune actrice qui finalement socialement va pas lui apporter grand-chose. Elle va un peu l'aider financièrement, mais il n'est pas un calculateur comme Rastignac, il n'a pas cette force, il est trop sentimental. D'ailleurs, quand il arrive à Paris, moi dans le film, je n'ai gardé que les Marguerites, c'est un hasard. J'ai fait un film qui s'appelait Marguerite, donc ça m'amusait, mais c'est un hasard total. Et il arrive avec 2 livres. Il arrive avec Marguerite, qui est de la poésie, et un roman qui s'appelle L'Archer de Charles IX. Et c'est les 2 pendants de sa personnalité, à la fois les Marguerites, quelque chose de féminin, voilà, de plus sentimental et fragile, et l'Archer, au contraire, une espèce de volonté de conquête. Cette dualité dans ces 2 livres, moi j'ai voulu l'exprimer dans le film, mais j'ai pas gardé l'idée des 2 livres. Voilà. Si à un moment donné, Depardieu dit, il travaille sur un roman, et Depardieu lui dit, mais ça sert à quoi, il y en a partout. Voilà. Poésie. Oui, oui. Non, les 2, roman et poésie. Et justement, ce personnage Doria, qui, dans le roman... En fait, il existe dans le roman, j'ai un peu forcé le trait. Dans le roman, il sait lire et écrire, mais je me suis dit, allons-y carrément, c'est plus drôle. Et voilà, et Doria, il exprime... finalement, il exprime le cœur du film, d'un point de vue de sens, qui est que peu importe la qualité d'une œuvre, l'important c'est qu'elle se vende. Ça devient des épiciers, ce qui avait une vérité à l'époque. C'était des anciens marchands de fruits et légumes qui avaient compris que l'industrie, que la littérature allait devenir un commerce. Et c'est évidemment le cœur du film. C'est que finalement, à partir du moment où tout est à vendre, où tout peut s'acheter, les applaudissements, les articles, les critiques, les corps, voilà, tout est à vendre. C'est ce monde-là que Balzac voit naître. La valeur intrinsèque d'une œuvre, ou même d'un sentiment, ou d'une valeur humaine importante, est-ce que tout ça a encore un sens? Moi, j'ai fait ce film en m'accrochant à la fois cette sensation et cette idée, qui est, est-ce que ce qui a de la signification et de la valeur a encore une place dans un monde où tout est à vendre? Voilà. Le fait qu'il soit illettré, c'était un choix, mais ça n'a rien à voir avec, pour dire, c'est par rapport à une actualité, ou parce qu'il y a quand même cette image un peu de ces médias avec Finot aussi, ce conglomérat, la presse... Comme vous y allez. En fait, Finot, il est l'incarnation de Charles Abbas. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une agence avec de la publicité, la presse, il veut tout réunir. D'ailleurs, le mot groupe est un peu anachronique, mais les Balzaciens m'ont dit, pendant que vous y êtes, n'hésitez pas. Mais évidemment, c'est l'incarnation de ce que vont devenir les médias, tout simplement. Il comprend ça, il voit ça. D'ailleurs, un des plus gros patrons de presse à l'époque s'appelait Émile de Girardin. Et quand j'ai fait des études sur ces personnages, j'étais fasciné parce qu'ils sont tous extraordinairement jeunes. Ils avaient 25 ans. Ils créaient des journaux. Puisque, en fait, le film part d'un moment où on a libéralisé la presse, il y avait des nouvelles lois, et tout le monde pouvait créer son journal à condition de respecter la censure, d'acheter un timbre. C'est extraordinairement compliqué, mais enfin, en tout cas, l'important, c'est un moment de liberté absolue de la presse, où tout le monde pouvait faire un journal de 3-4 pages, et où on avait un droit de vie ou de mort sur une pièce de théâtre, par exemple. Et que du coup, on allait monnayer sa critique, exactement comme dans un film de gangster. Moi, ce qui m'intéressait, quand je pensais, je voulais faire un film sur le milieu, sur une version dégénérée, en forçant le trait. D'ailleurs, il en parle dans sa préface, Balzac, un peu comme aurait fait Molière, et en montrant quelque chose de la prostitution, finalement, où la dernière image d'un grand homme de province à Paris, c'est une prostituée sur les grands boulevards. Il ne fait pas ça par hasard, Balzac. C'est montrer un monde où l'argent va être le fin mot de tout. Voilà. Et ce personnage de Saint-Gali qui n'existe pas non plus, c'est ça, c'est un peu la Il existe, mais mon Dieu, il existe. Il s'appelle pas Saint-Gali, il s'appelle Brolard. Mais je trouvais ça moche à dire dans des dialogues, Brolard. Et donc je l'ai appelé Saint-Gali. Et gloire au grand Jean-François Stévenin qui nous a quittés. Et en fait, les claqueurs, à l'époque, c'était un vrai business. Hein. J'avais déjà, et d'ailleurs en dommage, comme une répétition d'Illusions perdues, dans Marguerite, on voyait la même chose où, à la fin, on paye un claqueur. Et d'ailleurs, on fait visiter à Catherine Fro les coulisses du théâtre où chante Michel Faux. Et tout ça, c'était en attendant, j'espérais, d'avoir la chance de faire Illusions perdues. Mais vous pouviez, à l'époque, acheter la claque. Vous pouviez acheter... tout ce que je raconte est exactement dans le roman et c'est la réalité. Ce que j'ai rajouté, c'est la machine à gloire.
Ça vient d'un auteur du 19e siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Villiers de l'Isle-Adam, dans Les Contes cruels. Et à un moment, un patron de théâtre a l'idée de cette machine, voilà. Et c'était une façon de parler de l'automatisation, de la mécanisation de l'opinion. C'était une façon de la vider de sa substance. Ça devient une machine. Ça n'a plus de sens. Il suffit de mettre un rond, de l'argent dans la machine, et puis on achète du succès ou pas. C'était ça. Et ça me déchirait le cœur quand je les voyais jeter des tomates sur Racine, sur qui je rêve de faire un film un jour. Voilà, c'était... D'un coup, on s'en fout de ce qui est grand, de ce qui est beau, de ce qui a de la valeur. L'important, c'est est-ce que ça va se vendre, est-ce que ça va faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Dolan est génial quand il dit « Mais comment je fais sans polémique ? Comment on fait aujourd'hui pour vendre un livre sans polémique ?» et tout ça, évidemment, a une résonance avec notre époque, dans la catastrophe par l'abondance, quoi, tellement il y a de choses. Donc finalement, il faut arriver à sortir la tête de l'eau des médias, tellement il y a de propositions, et que la polémique, sa valeur commerciale, parce qu'on va en parler, c'est ça l'important. Peu importe qu'elle soit justifiée, peu importe qu'elle ait du sens, peu importe qu'elle n'en ait pas. Je lisais un article juste avant de venir, je voulais juste dire un mot sur ça, qui m'a fasciné, de quelqu'un qui expliquait que pendant très longtemps, une des industries les plus florissantes et qui rapportait le plus d'argent, c'était le pétrole. Et c'était extraordinairement compliqué d'aller chercher du pétrole au milieu de la mer Noire, il fallait des bateaux, creuser, etc. Aujourd'hui, une des plus grandes industries, c'est Internet, les réseaux sociaux, mais c'est nous qui apportons le pétrole, qui est notre propre vie. Sur Facebook, notre vie, nos sentiments, cette matière première, on vient l'offrir. Et quand Balzac dit bientôt la publicité, ça voulait dire rendre public dans le langage balzacien, sera le fin mot de toute chose, il a vu apparaître le XXIe siècle, les réseaux sociaux et la marchandisation de notre intimité sur Internet. Il a vu tout ça, il a compris, parce que c'est un génie. Voilà. Et en plus, vous êtes très bien renseigné, ça c'est vrai, parce que j'ai eu ça du conservateur de la Maison Balzac. Le rachat de Corsair et Satan, en fait, a eu lieu bien après l'écriture. Oui, mais vous l'avez inclus dans le... Mais non, c'est parce qu'il y a une thèse qui est super, qui s'appelle Balzac journaliste. En fait, il a travaillé au Corsair Satan. Baudelaire aussi a travaillé au Corsair Satan. Et tous ces petits journaux. Vous savez pourquoi il fait ça, Balzac ? En fait, il parle d'une gâchis d'une génération. C'est un des thèmes qui m'a le plus touché et que j'ai voulu exprimer dans le film. C'est des gens qui gâchent ce qu'ils avaient de beau. Une des phrases qui est le plus importante pour moi, c'est quand Coralie lui dit « Tout est pourri partout, il faut se battre pour faire des belles choses ». Il a du talent, Lucien. Il en a plus que dans le roman. Le poème qu'il dit est meilleur, qui est d'ailleurs un poème de Balzac, dans le roman. Moi, je voulais montrer comment, évidemment dans le sillage de ce qu'exprime Balzac, une génération finit par gâcher ce qu'il y avait de beau, de pur et de désir d'élévation en elle, et tombe au piège du consumérisme, de la reconnaissance facile, de l'impatience, du matérialisme, de toutes ces choses-là. Il y a ça dans Illusion perdue. Il veut montrer que dans le sillage de Napoléon, toute une génération pense pouvoir empoigner son destin, s'inventer une vie, et tombe dans le piège du miroir aux alouettes parisien. Et ça, je trouvais ça beau, cette idée du « j'étais bon ». Et pourtant, j'étais bon, moi aussi j'avais le cœur pur. Voilà. Les deux répliques importantes pour moi, c'est celle-là, et la plus tragique de toutes, qui est après la leçon de critique qui m'amusait beaucoup à écrire. Même si, il dit cette idée dans le roman, évidemment. J'en ai fait une scène avec ces dialogues-là, qui ne sont pas exactement ceux du roman. Mais quand, à la fin, Rubempré dit « Je ne sais même plus si je trouve le livre bon ou mauvais ». Pour moi, tout le projet d'Illusion perdue est dans cette réplique. C'est est-ce que ce qui a du sens a encore sa place dans un tel monde ? Et c'est pour ça que j'ai fait le film, à la fois avec une fascination pour cette corruption et cette folie, et en même temps une mélancolie inquiète sur accrochons-nous au buste de Racine et à ce qui fait la grandeur de notre civilisation, et ne le sont pas l'obsession du profit, détruire ce qu'il y a de plus beau dans nos vies et dans notre culture. Voilà. Est-ce qu'il y a, je suppose, il y a beaucoup de questions. Voilà, ok. Merci. Ce qui a fait dire à ces imbéciles des cahiers du cinéma que le film était réactionnaire. On comprend pourquoi plus personne ne les lit, c'est malheureux.
Non, mais c'est d'une connerie. Enfin, quand on écrit sous la bannière des cahiers du cinéma, d'écrire une bêtise pareille, et qu'on parle d'Honoré de Balzac, enfin, c'est absurde, quoi. Tant pis pour eux. Bonsoir, merci pour le film, je le trouve excellent, surtout pour l'adaptation de Balzac. J'ai une question, mais c'est plus sur l'utilisation de l'ananas qui apparaît énormément dans Alors le film. l'ananas a une vérité historique, puisque Balzac, qui passait son temps à espérer faire des coups tout le temps, a tout misé à un moment sur des plantations d'ananas à Saint-Cloud, ce qui n'avait aucun sens. Et un peu comme Depardieu d'ailleurs, qui d'un coup investissait dans le pétrole ou dans des trucs, ça n'a pas marché. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout le temps de l'ananas. Ça m'amusait qu'il y ait cette... C'était pas pour montrer l'illusion du personnage, de l'époque, sur le fait qu'il s'approche de plus en plus de sa montée au pouvoir, mais aussi de sa chute. L'ananas? Oui, parce que ça apparaît énormément dans le film, donc au début, au milieu et même à tout. Quel rapport voyez-vous entre le pouvoir et l'ananas? Oh, l'illusion, quoi, si. Non, c'était un projet qu'avait Balzac de faire fortune dans des plantations d'ananas. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai 3 questions. Est-ce que Gérard Depardieu, est-ce qu'il a une oreillette pour apprendre ses textes? Deuxième question, combien de durée de tournage? Et troisième question, le prix du film. C'est bien sur des questions poétiques. Alors, Depardieu, sur le tournage, il avait en face de lui que des jeunes acteurs qui espéraient de lui ce qu'il y avait de plus beau chez Depardieu. Donc, même si par moment il est inquiet, il a beaucoup de textes, hein, donc là il était inquiet, il finit par l'apprendre. Et puis surtout avec moi, c'est le 3e film que je fais avec lui. Déjà quand on a fait quand j'étais chanteur, Cécile de France, la première fois où il a commencé à dire qu'il voulait avoir son texte, on lui a dit non, nous on veut ton regard, donc ça prendra le temps qu'il faudra, et finalement il le fait. Et après, combien de temps de tournage? Une 60aine de jours, selon la police, selon les organisateurs. Ça me regarde, et pour ce qui est du budget du film, le producteur est derrière. Combien tu fais avec tes doigts, avec tes petites mains? 15 millions? Comment? Voilà, c'est lui qui le dit. Autour de 15 millions. 15, on va dire 15. C'est mention bien, 15. Non, c'est 16, mention B. Bonjour. Bonjour. Ici, j'avais une question concernant l'usage que vous faites de la voix off en fait dans le film. Vraiment, il est arrivé, est-ce qu'il est arrivé comme une évidence en fait dès le début, ou est-ce qu'il est arrivé plus tard Alors c'est un détour, mais je vais essayer d'être très bref pour pas vous ennuyer, mais c'est intéressant si vous vous intéressez à Balzac. Il y a la meilleure préface de toutes, pour moi, c'est la préface de la Pléiade, je crois que ça s'appelle Cholet, le critique, et il s'est intéressé aux origines d'Illusions perdues. Et il s'est sourcé, évidemment, tout ce qu'il raconte. Hein. On est chez Gallimard, hein, dans la Pléiade, donc ils écrivent pas ça par-dessus la jambe, comme vous vous en doutez. Et Balzac aurait rencontré un jeune homme qui s'appelait Jules Sandeau, ami de George Sand. Le Sand de Sandeau vient de Jules Sandeau. Et Jules Sandeau, d'ailleurs dans le courant de l'époque, avait un projet de roman d'un jeune homme, d'un jeune provincial, qui débarquait à Paris et découvrait les réalités du métier, pour le dire simplement. Il en parle à l'ogre balzacien. Le sujet était dans l'air, il y avait eu une pièce de Vigny qui s'appelait Chatterton, il y avait eu plein de choses. Donc voilà, le roman d'initiation du jeune homme qui découvre un état du monde, c'était dans l'air à cette époque-là. Après, il va y avoir Lucien Lehenne, il y avait eu Le Rouge et le Noir. Et Balzac va lui prêter un appartement et être une espèce de confident pour lui, et de conseil. Enfin, vous imaginez l'ogre, c'est un peu comme si un jeune cinéaste venait parler à Orson Welles pour faire une image, voilà, peut-être idiote, mais en même temps non. Et donc il le faisait parler, et finalement Jules Sandeau, je ne sais même pas s'il va au bout de son roman, qui était en 2 mots, comme Splendeur et misère, mais c'était Grandeur et décadence, j'ai oublié le titre, excusez-moi. Et finalement, je ne sais plus s'il va au bout de son roman, je ne crois pas. Et Balzac, lui, en revanche, va écrire Illusions perdues. Et il y a une lettre assez poignante où on fait lire à Jules Sandeau sur le tard, je crois qu'il est rentré à l'Académie française d'ailleurs, Jules Sandeau, alors qu'on a refusé Honoré de Balzac, donc tout ça est hilarant. Et on lui a fait lire Illusions perdues, et c'est assez touchant, il reconnaît quelque chose de son projet, et puis en même temps il veut prendre ses distances, mais on sent qu'il y a une blessure. Et cette idée du confident qui vous vole votre vie pour en faire un roman, je l'avais dans l'esprit. En plus, on dit qu'il y a eu un trouble entre Balzac et Jules Sandeau, qu'il y a eu une amitié.
peut-être particulière, on ne sait pas. Des Balsaciens disent non, 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 certains disent pourquoi pas. Voilà, je suis bien, je n'ai pas assez d'érudition pour vous dire ce qu'il en est, mais en tout cas, de tous ces éléments-là, je me disais, s'il y a une voix off, il faut qu'elle soit organiquement liée au film et qu'elle ne soit pas commentative et extérieure. Donc il faut qu'elle soit celle d'un personnage qui vit l'histoire. Ça n'aurait pas été intéressant Rubempré, et finalement j'ai mélangé plusieurs personnages, dont celui de Nathan avec d'autres du livre, pardon, et je me suis dit c'est ça le mieux, c'est d'avoir à la fin la découverte. Alors je ne m'attendais pas à quelque chose, c'est que des spectateurs m'ont dit pendant le film ils n'avaient pas pensé que c'était la voix off de Dolan. Oui ou non? On n'y pense pas? Parce que pour moi ça c'est stupéfiant, c'est pas du tout un calcul, je suis très étonné de ça. Moi je voulais pour moi il n'y avait pas de problème, dès le début c'était lui. Et tant mieux si ça fait une surprise après tout. Mais moi j'ai bien reconnu la voix de Daniel Dolan. Et ben voilà, donc en fait c'est partagé, pourquoi pas. Et ben voilà, et donc je voulais aussi qu'il ait un mélange d'ironie, d'humanité, que lui ait traversé les mêmes épreuves avec peut-être plus d'intelligence et d'élévation, et que à la fois il soit protecteur et peut-être un danger. Je trouvais ça complexe, je trouvais ça beau, cette amitié, avec une trahison qui n'en est pas vraiment une à la fin. Voilà, c'est né comme ça. Bonsoir. Merci beaucoup, j'ai vraiment énormément aimé le film, et dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je voulais vous interroger sur un grand absent parmi les personnages. C'est Daniel d'Arthez qui incarne cette littérature pure qui est un peu le contrepoint absolu de Lucien de Rubempré. Et il me semble qu'ici, quelque chose de Nathan, qui est Raoul Nathan dans le livre, a été un peu récupéré. Exactement. Dans cette incarnation. On va aider ceux qui sont moins lettrés que vous, voilà, qui n'ont pas lu le roman. C'est que dans Illusion perdue, Lucien de Rubempré se retrouve tragiquement, on pourrait dire, à la croisée des chemins entre deux modèles. Un qui va être Lousteau, celui qui s'est compromis, celui qui s'est vendu, celui qui essaie de récupérer par le cynisme une défaite. Et au contraire, un contrepoint moral qui s'appelle Daniel d'Arthez, et qui lui est celui dans lequel d'ailleurs Balzac se projette beaucoup. Il appartient à un groupe qui s'appelle le Cénacle, dont le nom, la résonance christique n'est pas du tout évidemment fortuite. Et c'est un groupe de jeunes, des écrivains, il y a des scientifiques aussi, si je me souviens bien, dans le Cénacle. Il y a un peu de tout ce qui a à voir avec la connaissance et l'étude, et qui, eux, croient autant à la reconnaissance différée, à la patience, à l'ascèse, et qui ne veulent pas tomber dans le piège, voilà, pour le raconter comme ça. Et d'Arthez est une espèce de mauvaise conscience de Rubempré qui va finalement choisir de suivre Lousteau. Il y a autre chose qui se joue dans cette distribution dramatique, à mon avis, c'est que comme par hasard le Cénacle est un groupe, il y a quelque chose qui a à voir avec une société où on s'entraide, où on fait société, où on croit au collectif, alors que Lousteau, c'est l'individualisme le plus cynique et le plus lamentable, on pourrait dire. Et finalement, Balzac, qui a un projet quand même, à mon avis, il est à la fois fasciné et moral quand il décrit ce monde-là. Il montre comment cette jeunesse-là, en tout cas ce personnage-là, va suivre quelque chose qui a à voir avec l'égoïsme, le matérialisme, le narcissisme, le désir de... Enfin, tout ce qu'il semble dénoncer. Bon. Alors moi, quand je commence à écrire, je me suis rendu compte qu'il y a peu de choses plus ennuyeuses à filmer que la vertu. En fait, je me suis dit, je ne pourrais m'intéresser à la vertu que si elle devient folle, radicale, et voilà. Ça ne m'intéressait pas d'avoir quelqu'un dans le film qui aurait fait des phrases punitives et morales à Rubempré. Ça aurait donné des scènes très plombantes, à mon avis, et ça manquait d'énergie, d'insolence. Mais en revanche, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la mauvaise conscience. Donc en fait, ce qu'incarne Daniel d'Arthez, ça veut dire celui qui en permanence lui rappelle qu'il est en train de se vendre et de se compromettre. J'ai pris la décision que ce soit d'autres personnages qui expriment ce point de vue-là. Quand Coralie lui dit il faut essayer de faire des belles choses, quand Marcon lui dit mais vous aviez les prétentions littéraires, vous avez déjà renoncé, et puis Louise aussi lui dit ça, et voilà. Donc je me suis dit
ce qui m'intéresse, moi, parce que c'est un point de vue personnel sur l'œuvre, je n'ai aucune prétention à vouloir faire une espèce je sais pas comment dire, d'expression totale de l'œuvre. C'est moi ce qui m'intéresse. Voilà. Et la mauvaise conscience m'intéressait, la vertu qui donne des leçons, moins. Mais c'est un très beau personnage, il ressemble à Napoléon d'ailleurs d'Arthès quand il le décrit. Et c'est pas par hasard, puisqu'il appelle Lucien parce que c'est un des frères de Napoléon. Et il commence le roman en 1821 parce que c'est l'année de la mort de Napoléon. Et qu'en fait, il y a cet entraînement de génération par Napoléon vers le désir d'empoigner sa vie, son destin, plus une épée à la main. Mais vous savez que la première école de commerce, ai-je lu très récemment, est créée en 1820, je crois. C'est quand même très intéressant sur ce qui se passe à ce moment-là, sur ce que essaye de décrire le film. Excusez-moi. Allez-y, je répéterai votre question. Oui. Alors, tout d'abord, félicitations, parce qu'apparemment, je suis partie au Festival de Venise et tout le monde a dit que les gens sont sortis de votre film extrêmement... mince, vous entendez? Si on vous entend, les gens sont partis de Venise, vous dites extrêmement heureux. Ben, le bonheur n'a pas de prix. Pas mal comme... Non, donc déjà félicitations. Ensuite, alors ce sera peut-être un peu technique, quel est votre rapport aux acteurs? Comment vous les dirigez? Finalement, on voit vraiment les personnalités, même s'ils ont des rôles, comment vous les dirigez. Ensuite, votre rapport au chef opérateur, dans le sens où, est-ce que c'est vous qui faites la composition des plans, ou est-ce que vous le faites Alors, je vais essayer d'être... Alors, le rapport au comédien, d'abord, il y aura un rapport au comédien, puisque chaque comédien est évidemment singulier, avec sa vie, sa personnalité, et puis le moment où il va jouer la scène. Il y a une sorte de météo des acteurs. Ce sont des êtres sensibles, imprévisibles, voilà, et le travail de la mise en scène, de la direction d'acteurs, enfin, j'aime pas tellement ce mot, c'est d'être réceptif à ça, et d'arriver à incarner quelque chose du personnage, avec ce qu'ils sont, d'abord leur présence physique, c'est un art de l'incarnation, le cinéma. La méthode, est-ce que vous avez une méthode? Aucune méthode, je n'ai absolument aucune méthode, je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'essaie de les nourrir, de comprendre qui ils sont, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à taire, aussi, c'est important. Ça m'arrive assez souvent de faire écouter de la musique à mes acteurs, voilà. Et après, ça se passe d'une façon... Et vous savez quoi, je n'ai pas envie de savoir en fait, comment ça se passe ou pas. Je sais que quelque chose se fait, voilà, autour du personnage. Il y a parfois des personnages qui veulent savoir beaucoup de choses, des acteurs qui veulent savoir beaucoup de choses, et puis il y en a qui ne savent pas, bon, qui veulent pas. Après, le directeur de la photographie, c'est un ami quasiment d'enfance, d'adolescence, qui est belge, qui s'appelle Christophe Bocarne. Et en fait, je lui avais demandé quelque chose qui était l'obsession du mouvement dans les déplacements de la caméra. Je pensais à des cinéastes comme Ophuls. Voilà, je voulais montrer que les lignes d'une civilisation à cette époque ont bougé. Et je voulais que tout soit pris dans le mouvement, ou que tout soit en train de filmer, de saisir un mouvement, comme un doigt qui se lève. Et dans un simple doigt qui se lève alors que c'est mal poli, il y a toute une civilisation qui s'exprime, qui a à voir avec la politesse, l'éducation. Donc j'étais obsédé par le mouvement. Si un jour vous revoyez le film, les mouvements les plus dérisoires, des corps à l'intérieur du cadre, au foyer des théâtres, les mouvements de la caméra, le chaos sur les boulevards, les mouvements des danseurs, une plume. Voilà, j'étais obsédé à l'idée de montrer des personnages pris dans un mouvement de leur époque, de leurs sentiments, de leurs pulsions. Et sur la photographie, on travaillait beaucoup avec des peintures. J'ai trouvé, il y a eu une exposition sur le romantisme au Petit Palais, je ne sais plus où c'était d'ailleurs, où il y avait un tableau sublime sur un grand boulevard la nuit. Et on voyait la rigole au milieu qui brillait dans la lumière des bougies, parce qu'il n'y a évidemment pas de photographie. Je crois que la photo de Daguerre, elle est 1848, où on voit le début du boulevard du crime.
avec des arbres qui viennent d'être plantés. Et d'ailleurs, c'est le premier plan des Enfants du Paradis, le boulevard du crime. Donc en fait, finalement, le seul témoignage historique que j'avais, c'était les Enfants du Paradis. Où, à Carnavalet, ils sont allés là-bas pour recréer le boulevard du crime. Et donc l'opérateur, je lui avais juste dit que je voulais le film en mouvement, plutôt désaturé, de tout le temps faire sentir quelque chose. J'étais obsédé par l'incarnation. Je me disais, oh là là, c'est des écrivains, des journalistes, il va y avoir du papier. Bon, bah, quand on filme du papier, il faut que ce soit sensuel, il faut que ce soit de la peau. Quand on filme de l'encre, il faut que ce soit du sang. Je cherchais tout le temps des éléments de référence qui allaient vers une quête d'incarnation, sensualité. Voilà, c'était ça. Et puis les bas rouges de Coralie. Voilà, je lui disais, je veux vraiment que ce soit la bouche du film, ce soit les bas rouges de Coralie. Voilà. L'affiche, c'est qui? L'image de l'affiche. Ça veut dire quoi, c'est qui? Ben, je veux dire, qui l'a voulu comme ça, qui l'a fait comme ça. C'est moi. Eh ben, c'est très bien. Ah bah. C'est une scène du film comme ça ne vous a pas échappé. Là, cette dimension christique m'a totalement échappé au moment où je choisis cette photo. Enfin, en accord avec Gaumont, c'est évidemment, je peux pas. Mais elle m'avait totalement échappé. D'ailleurs, c'est le même geste que Marguerite vue de face. Vous voyez comme quoi c'est une inspiration peut-être très limitée. Et en fait, ça m'intéressait beaucoup ce geste qui est à la fois un geste d'offrande, de célébration. Je sais pas, ça s'est imposé graphiquement. Mais la dimension christique du personnage, elle existe dans le texte. Finalement, c'est un artiste qui vient amener la lumière à une société chaotique et obscure. Et on va le passer à tabac et le chasser. D'ailleurs, il finira pendu à la conciergerie en splendeur et misère des courtisanes. Et voilà, que dire d'autre? Je ne sais pas. Dolan tient la couronne. Et puis après, vous savez, tout ça est inconscient, puisqu'il y a une phrase un peu tarte à la crème qu'on dit de Balzac en disant qu'il écrivait à la lumière du Christ et du roi. Et qui doivent plaire à mes amis des cahiers du cinéma, justement. Et là, il y a une couronne et un geste christique, mais c'était pas du tout voulu de ma part, ni travaillé. C'est des choses. Voilà. Tous ces tons dorés étaient évidemment. Que ce soit Dolan qui tienne la couronne me plaisait, m'amusait. Voilà. Et Stévenin qu'on a voulu sur l'affiche, qui est là-bas. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important dans ce que j'essaie d'écrire, c'est des personnages qui ont une aspiration vers une forme d'élévation, de beauté, de grandeur, comme Marguerite qui rêve d'opéra et d'avoir une belle voix, et elle est clouée au sol par sa médiocrité, ou lui, et par sa lâcheté, et peut-être sa compromission, et cette aspiration vers quelque chose de beau, et en même temps de sentir qu'on est cloué au sol, je trouve que ça a une vérité humaine, quoi. Peut-être que là, ça exprime un peu ça. Voilà. Je sais pas. Voilà. Merci à vous. De Xavier Dolan, on attend un premier rôle historique. Le choix de Dolan, oui, c'est un de ses premiers rôles, absolument. Il n'a jamais joué en France. Formidable. Voilà. Oui. Et puis il était extraordinairement impliqué, heureux d'être là. Renaud. Merci à vous.